Alors, on va commencer par une présentation un peu insolite de deux projets. L'un qui est le projet mère et l'autre qui est le projet enfant de la mère. Et on a décidé de faire une présentation du type ma thèse en 180 secondes. Là, on va faire les deux projets, Phraseorum et Phraseolite, en 180 secondes, qui n'est pas un exercice facile, mais ça va vous donner d'emblée une idée de ce que représentent ces deux projets. Ensuite, je vais parler des objectifs du projet Phraseolite et je passerai la parole à Noël Matisse et à Ilaria Vidotto qui vont présenter les ateliers, la trame et aussi les résultats. Et à la fin, on conclura et si on a une petite discussion, elle sera la bienvenue. Alors, je commence d'abord par la présentation de Phraseorum en 180 secondes. Je vais vous amener dans le monde imaginaire du roman contemporain et de ses expressions statistiquement spécifiques qu'on extrait à l'aide de logiciels lexicométriques sophistiqués. Notre base de données, le lexicoscope, contient des romans français, anglais et allemands contemporains répartis en 6 sous-genres: science-fiction, fantasy, policier, sentimental, historique et général. Main dans la main avec nos collègues allemands, on cherche des motifs littéraires à partir de plus de 15 000 expressions par langue. Ainsi, nous avons enquêté et trouvé que dans le policier français comme anglais, on se rend sur la scène de crime et non plus sur le lieu de crime, influence sans doute du thriller américain des années 90. Qui plus est, les commissaires fument beaucoup dans les romans policiers. Ils allument, grillent, éteignent ou jettent par terre des cigarettes, on peut dire même les bad boys, mais aussi des gitanes, des clopes, des tiges, des cravennes. Ainsi est né notre motif de la cigarette. Toujours ces mêmes commissaires consultent leur montre, parfois même leur Rolex en or. Tandis que les personnages féminins dans les romans sentimentaux regardent leur montre bracelet. Et oui, notre motif de la montre fait ainsi partie du script « Quitter la discussion pour le commissaire » ou « Quitter le lieu de l'adultère » dans le sentimental, mais pas avec les mêmes verbes. Donc, consulter, regarder. Dans la fantaisie, les personnages crient beaucoup. Ils poussent et étouffent de petits ou de grands cris, des grognements, des gémissements de rage, de douleur, de guerre. Les héros arrachent le cœur de l'adversaire, lui brisent la nuque, plantent des épées dans son dos et j'en passe. En revanche, dans la science-fiction, les personnages réfléchissent beaucoup. Ils prennent brusquement conscience, acte, connaissance d'un fait ou d'un autre. Les écrans s'allument, s'éteignent, mais rien d'aussi passionnant comme dans la science-fiction. Quelques pistes à explorer. D'abord, la comparaison fantaisie versus sentimentale. La fantaisie contemporaine semble volontiers emprunter au sentimental des expressions qui mettent en scène des relations érotiques entre des personnages plus ou moins humains, vampires, elfes, loups-garous. À creuser donc. Autre comparaison possible entre le sous-genre sentimental et le sous-genre policier sur la question du genre, masculin-féminin cette fois-ci. La femme frémit ou tremble dans le sentimental quand l'homme, lui, il fronce les sourcils. Bref, on en déduit que la phraséologie étendue et les motifs textuels sont des marqueurs de distinction générique. L'approche inductive fondée sur corpus nous permet ainsi de distinguer des sous-genres romanesques en dehors des sentiers battus de la stylistique d'avant les humanités numériques. Donc voilà quelques mots en 3 minutes
sur Phraseorum. Maintenant, la parole est à Vanina Gossens pour, donc ça c'était Phraseorum, pour phraséolite. Phraséolite. 180 secondes aussi. Chronométrez pas. À force de lire et de décortiquer des best-sellers dans le cadre du projet Phraseorum, Iva et moi, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec tous les motifs textuels que nous avons amassés. Alors, si l'idée de nous lancer dans l'écriture de romances nous a furtivement traversé l'esprit, nous avons finalement décidé de commencer par échafauder un petit projet qui allie recherche et création. Le premier bébé de Phraseorum, en quelque sorte. Je vous présente donc Phraséolite, la phraséologie de la littérature contemporaine. C'est la SFR Création qui s'est penchée sur son berceau et nous a accordé un financement pour l'année 2018. Un financement pour quoi faire? Avec Phraséolite, nous continuons l'exploration des motifs textuels spécifiques au roman contemporain en les exploitant dans le cadre d'ateliers d'écriture pour adultes. Cela nous permet ainsi de diversifier nos angles d'approche du rôle que peut avoir la phraséologie dans la structuration des genres littéraires, mais également de voir en quoi les motifs peuvent se révéler être des déclencheurs de l'écriture. La naissance de Phraséolite a donc été l'occasion de réunir des chercheurs, linguistes, olidilem et stylisticiens à littéraire, et des professionnels qui animent des ateliers et des stages d'écriture littéraire au sein de l'association marseillaise Les Mots Voyageurs. Nous avons donc sélectionné quelques motifs pour les faire voyager. Ceux-ci sont partis avec dans leur bagage des textes sources et des textes racines, des extraits de romans de notre corpus dans lesquels ces motifs sont employés, les textes sources, et des extraits de textes qui portent sur l'acte d'écriture, qui sont les textes racines. Le départ a été fixé à Grenoble au mois de mai pour 2 journées de 3 ateliers d'écriture autour du thème « Entrer dans un lieu, entrer dans l'écriture ». Le premier atelier prenait comme point de départ le motif qui se construit autour d'ouvrir, pousser la porte. Il permet d'amorcer l'entrée dans l'écriture. Le second invite à explorer le mouvement lié au lieu, déplacement, regard. Et enfin, le troisième amène à ouvrir son regard vers l'extérieur, appelant des motifs autour de la fenêtre. Les premières analyses nous ont montré que les motifs induits par les propositions d'écriture ont vu du pays et qu'ils ont également été rejoints par des compagnons de voyage que nous n'attendions pas. Ainsi, par exemple, dans les textes de la plupart de nos écrivains, l'entrée par une porte nécessite de gravir au moins quelques marches. Métaphore d'une difficile entrée dans l'écriture. La suite au prochain atelier, car Phraséolite a des fourmis dans les jambes. Le projet n'étant plus un bébé, il s'est rendu à Marseille au mois d'octobre, le temps d'un week-end dans l'atelier du peintre. Le voyage a bien évidemment débuté par une volée de marche, pour ensuite explorer peinture, paysage et souvenirs. Et voilà. Merci, Nina. Maintenant, on va passer à la présentation des objectifs du projet Phraséolite. Donc, c'est un projet lauréat de l'appel à projet 2018 de la structure fédérative de recherche-création. Donc, la durée, ça a commencé en janvier 2018 et ça se termine, le projet se termine en décembre 2018. Nous avons obtenu une subvention de 4 000 €. Vous voyez ici les participants, donc 2 laboratoires avec au total 4 chercheurs et l'association Les Mots Voyageurs dirigée par Noël Matisse. Le projet Phraséolite, donc le principal objectif, c'est d'explorer les motifs textuels spécifiques à la littérature générale française contemporaine en vue de leur exploitation dans le cadre d'ateliers d'écriture littéraire pour adultes. C'est un projet interdisciplinaire en sciences humaines et sociales dans le domaine émergent des humanités numériques. Et donc, les disciplines qui sont concernées, ce sont la linguistique de corpus, la phraséologie, la stylistique des textes modernes et le traitement automatique du langage. Autre objectif, c'était de développer et expérimenter de nouvelles formes alliant la recherche linguistique et stylistique à la création littéraire, en s'appuyant sur les avancées de la linguistique de corpus ou linguistique outillée
et aussi de mettre en place une méthodologie innovante permettant de mieux décrire la langue littéraire dans ses formes spécifiques. Nous avons voulu aussi développer la recherche-création et inciter le transfert de la recherche universitaire en sciences humaines vers les milieux artistiques, culturels et vers le large public. Un autre objectif, c'était de mettre à la disposition des animateurs et des participants aux ateliers d'écriture les données linguistiques recueillies dans le cadre de Phrasé-Au-Rhum sur de vastes corpus informatisés d'œuvres littéraires, et ce, avec des méthodes lexicométriques. Enfin, nous avons voulu mettre à disposition des chercheurs, et l'objectif c'était en fait de mettre à la disposition des chercheurs les motifs textuels répertoriés dans les corpus des textes des écrivains, afin de les comparer à la phraséologie des auteurs confirmés. Enfin, nous pensons pouvoir ainsi contribuer à mieux appréhender le rôle de la phraséologie étendue, c'est-à-dire des collocations, des unités lexicales, des motifs textuels, dans la caractérisation des genres institués, mais aussi comme élément déclencheur de l'écriture littéraire. Et maintenant, la parole est à Noël Matisse, responsable de l'association Les Mots Voyageurs. Oui, donc c'est une association qui existe depuis 12 ans à Marseille, mais aussi dans toute la région sud-est. Une association à but non lucratif, et ce que nous faisons principalement, c'est des ateliers d'écriture, des stages d'écriture littéraire, des lectures de textes et bientôt des publications. Notre objectif, c'est d'exprimer, de créer, libérer la parole de manière à ce que chacun puisse s'emparer de l'écriture, de l'écrit, de trouver une singularité dans l'écriture de chacun, de respecter cette singularité et d'apporter un cadre bienveillant avec une écoute attentive lors des ateliers d'écriture. Les adhérents des mots voyageurs, ce sont des adhérents volontaires adultes, la plupart d'entre eux, et les partenaires avec lesquels on travaille, ce seraient des Maisons pour tous, des librairies, l'Institut américain universitaire, l'AMU, donc ex-Marseille Université, donc des interventions dans le DU d'ateliers d'écriture, ici, mais aussi on intervient en hôpitaux psychiatriques et dans des collèges comme le collège Henri Barnier, en REP+, dans les quartiers nord de Marseille. Alors comment fonctionne un atelier d'écriture? J'ai pensé que c'était important de le souligner. La lecture de textes racines et sources, donc Vanina l'a déjà évoqué, mais donc ce ne sont pas nos terminologies, c'est l'association Terre d'encre qui a exprimé en fait ces manières de différencier deux types de textes. Des textes racines qui portent sur la création littéraire, qui portent sur les procédés, on va dire, littéraires, comment écrire, comment amener à une réflexion sur l'écriture, et des textes sources qui vont plus être des textes d'un corpus comme celui-ci, qui vont plus exemplifier, peut-être illustrer la proposition d'écriture. Ensuite, on parle de proposition d'écriture et non pas de consigne d'écriture, c'est très important pour nous. Cette proposition d'écriture formelle à contrainte sert de déclencheur, elle sert à ouvrir un cadre. Et on se base sur la citation de Deleuze qui dit que écrire n'est certainement pas imposer une forme d'expression à une matière vécue, mais trouver la zone de voisinage. Donc, ce qui veut dire qu'en aucun cas, on va espérer que les écrivains écrivent exactement comme on le souhaite, mais qu'ils trouvent chacun leur forme d'écriture dans cette proposition. Ensuite, l'atelier continue par un temps d'écriture. Et à l'issue du temps d'écriture, une lecture à haute voix qui va faire l'objet de retours de la part de l'animateur, tout autant que du retour du groupe, avec en général une proposition de retour. Dans les ateliers phraséolithes, donc on avait, comme Vanina l'a dit, on avait donc deux lieux. Il y avait l'entrée dans un lieu, l'entrée dans l'écriture, donc des ateliers qui ont eu lieu le 15 et 16 mai ici, à la Maison de la Création à Grenoble, avec des ateliers d'écriture qui, chacun des ateliers menait au suivant. Il y avait vraiment une progression dans chacun des ateliers, avec un public mixte à Grenoble, donc un public, on va dire, général, dont des enseignants-chercheurs, dont des doctorants, donc 15 personnes sur 2 jours, soit 45 textes.
Mais aussi, ces ateliers d'écriture ont fait l'objet d'écriture à Marseille. Donc il y a eu des adhérents des mots voyageurs, dont Florence ici présente. Donc 8 personnes ont écrit donc, sur 3 séances, soit 24 textes. Et puis ensuite, en octobre, a lieu un autre atelier qu'on a nommé « S'ouvrir » ou bien « Ouvrir un lieu d'écriture dans l'atelier du peintre ». Et là, on a eu 3 ateliers d'écriture qui ont eu un lien direct avec l'expérience éprouvée de ce lieu. C'est important, on va le voir dans les analyses. Le lieu a une importance fondamentale dans le deuxième atelier. Et donc, pareil, avec un atelier qui mène vers le suivant. Et ici, cet atelier a été suivi par un public adhérent des mots voyageurs, 17 personnes sur 2 jours, soit 50 textes. Donc le premier atelier donc, du mois de mai qu'on a nommé « Entrer dans un lieu, entrer dans l'écriture », avec, donc ça s'est passé à la Maison de la Création, avec donc un public que je découvrais pour la plupart, alors que l'atelier de Marseille, je connaissais tous les adhérents, puisque ce sont des adhérents des mots voyageurs. Alors voilà, ça c'est une donnée aussi importante. Donc ça veut dire aussi qu'à Grenoble, j'ai aussi beaucoup parlé d'écriture avant d'embrayer sur les ateliers. Donc comment on a fonctionné avec l'équipe de chercheurs? Déjà en invoquant, en débattant quelques thèmes, quelques motifs, parce que moi je découvrais aussi les objectifs du projet de recherche. Donc c'était de trouver quelques motifs, la fenêtre, la porte, le passage, le déplacement, entrer dans un lieu, le déplacement du regard. Enfin voilà, on a discuté de plusieurs motifs et on est arrivé sur ce déroulé, donc l'entrée dans un lieu, l'entrée dans l'écriture, avec une notion de combinaison de Claude Simon, parce que Claude Simon, lorsqu'il parle d'écriture, il parle de ce qui se joue au présent de l'écriture. Et il indique que lorsque l'on est face à un paysage, une multitude de possibilités se présentent à nous, et tout ce que l'on peut faire, c'est, dans l'écriture, il cite, enfin je cite ici, « tenter de transcrire par des images ce que les sens perçoivent chaotiquement du réel ». Hein, c'est parce qu'on est vraiment à choisir des écritures mais sachant que la possibilité, la multitude est immense. Donc comment faire hein, de transcrire ce qui se présente à nous de manière chaotique. J'aime bien cette citation de Claude Simon. Et dans ce déplacement dans le lieu, on va faire appel à un zoom, donc ce qui se passe comme un zoom photographique, avec un texte d'Antoine Aymaz, où on voit progressivement comment le regard avance, comme des séquences qui avancent au fur et à mesure, tout comme lorsqu'on est traversé nous-mêmes par une émotion, par un ressenti. Et dans un troisième temps, ce déplacement du regard vers la fenêtre, avec une notion de regard qui implique un regard vers l'inconnu, un regard vers ce qu'on ne sait pas encore et qui appelle de l'ouvert, un ouvert donc qui se décuple, avec des écrits d'Alexandre Holland. Alors l'atelier 1, c'était un atelier, donc l'entrée dans un lieu qui inscrit donc la mémoire d'une porte, un lieu réel ou symbolique. Et donc la proposition ici, le procédé, la forme d'écriture, c'est une écriture en fragments, par une succession d'impressions. On transcrit par des images ce que les sens perçoivent de l'entrée dans ce lieu. J'indiquais de rester uniquement à l'instant de cette entrée, sachant que le deuxième atelier aurait un lien avec ce qu'on y trouve, mais là de rester à l'instant de cette entrée et d'écrire 5-6 paragraphes. Chacun des paragraphes se saisit d'un fragment et d'un seul. Et le texte est une combinaison de fragments non chronologiques, avec ce travail de construction, un travail de scénario, de prise de notes, de montage d'éléments, ce que Claude Simon nomme des combinaisons. Les choix de textes, donc parmi tous les textes que l'équipe de chercheurs m'a envoyés, les choix de textes, donc Sophie Divry pour toute la résonance sonore de ces textes, Jean-Marie Leclésio, Désert pour une sorte de rêverie, un sensoriel du rêve à partir d'une porte qu'on pourrait ouvrir, et les deux textes suivants, Christian Oliveau et Martin Michaud, parce que les textes comportaient de nombreux objets qui étaient associés à l'entrée dans ce lieu. Donc c'est des textes qui sont issus des corpus littérature générale de Fraséo Rome,
Et donc la proposition d'écriture formelle, c'était une écriture explicitement sensorielle, une écriture précise faisant appel aux objets rencontrés, l'utilisation des pronoms je, tu, il, elle pour le ou la narrateur-narratrice, et les structures linguistiques, donc verbe plus nom, donc de pousser la porte ou ouvrir une porte, ou une porte s'ouvre ou une porte se ferme, entrer par la porte, donc différentes possibilités. Oui. Alors, ensuite, une fois que ces textes ont été produits, nous avons procédé à l'analyse linguistique et stylistique. Je vous donne d'abord deux définitions peut-être un peu techniques, mais qui sont nécessaires en fait pour la suite de l'exposé. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un motif? Parce qu'en fait, la première étape de l'analyse linguistique a consisté en l'analyse de la structure syntaxique des motifs. Et donc, un motif est une expression composée d'un verbe et d'un nom, qui donc forme le cœur même du motif, et qui présente des variations à la fois sur un plan syntagmatique, donc des extensions, et extensions lexicales à droite et à gauche des pivots, et ensuite des variations paradigmatiques, donc des variations synonymiques sur le verbe et sur le nom. Alors, ces unités textuelles ont ensuite des fonctions discursives, et la fonction discursive est donc, pour le dire très simplement, la manière dont le motif contribue à la construction du texte et à la définition de ses dominantes narratives ou descriptives. Mais ce qui est important en fait de souligner, c'est que cette fonction discursive dépend du rôle que joue le motif dans son contexte. Il est impossible de déterminer une fonction discursive sans prendre en compte le contexte où le motif apparaît. Et donc, c'est pour ça que le motif contribue et maintient la cohérence textuelle et la continuité thématique. Et c'est pour ça aussi que je serai amenée à détailler plusieurs fonctions discursives pour un même motif, parce que justement le contexte nous donne des indices concernant la fonction discursive. Et alors, cette énumération de fonctions que vous voyez à l'écran a été établie à partir d'une démarche empirique, et donc des études pilotes qui ont été menées par les chercheurs du projet Phraseorum. C'est une énumération qui peut être encore élargie, hein. Et donc vous voyez une fonction narrative, une fonction descriptive, dans les deux variantes un peu plus faibles, faiblement narrative et faiblement descriptive, une fonction affective, une fonction cognitive qui peut être mémorielle ou commentative. Donc là, je ne vais pas vous donner de définitions plus détaillées parce qu'on va les voir et les commenter en pratique dans les textes des écrivains. Donc ça, on commence par les analyses linguistiques des textes du premier atelier et donc des motifs autour de la porte. Alors, on a relevé d'abord le nom pivot, porte, apparaître en position sujet. Donc, dans une construction composée par le nom, porte, un verbe statif du type être, et ensuite un adjectif, donc plusieurs réalisations possibles. La porte est fermée, elle est lourde, bleue, massive, épaisse, sombre, vieille, nouvelle, etc. Alors, dans ces cas-là, la porte fonctionne, pour reprendre une définition de Jean-Michel Adam, comme un thème-titre. Donc, c'est en gros l'objet de la description. Et donc, se voit attribuer une série de qualités. Ensuite, la porte, toujours en position de sujet, peut apparaître dans le voisinage de verbes tels que s'ouvrir, claquer, pivoter, donc des verbes qui sont sémantiquement acceptables par rapport à l'objet. En revanche, on a vu aussi qu'il y a des verbes, que des verbes étaient associés au nom porte, qui en revanche prévoient un agent humain. Par exemple, la porte tranquillise, la porte accueille ou va étouffer le son. Dans tous ces cas, la porte est l'agent d'une action et donc elle embraye sur une nouvelle séquence narrative. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure sur la fonction spécifique. Je vais juste préciser que c'est des exemples issus des textes des écrivains. Oui, évidemment. Oui, ça, ce sont tous des citations. Elles sont entre guillemets parce que justement, ce sont les textes qu'on a explorés, et qu'on a passé au crible. Ensuite, autre réalisation possible, le nom porte en position d'objet direct. Donc ça, c'était un peu la construction prototypique. Pousser la porte, ouvrir la porte, fermer la porte. Ou bien, le nom porte en position d'objet prépositionnel et dans
dans des compléments de lieu. Donc vous voyez plusieurs prépositions possibles, devant, derrière, en face, contre, et puis le nom porte, ou bien un verbe de mouvement, diriger et pousser, et puis la préposition vers ou à, donc là c'est vraiment un mouvement, un déplacement aussi. Arriver devant la porte, arrêtant son geste un instant, qui ou quoi me pousse vers cette porte, l'escalier qui mène à sa porte, ou bien taper à sa porte. Dans tous ces cas, encore une fois, le motif participe à l'action du personnage. Donc, la porte incarne le support de l'action et surtout un obstacle. Et j'en viens là, justement, aux fonctions discursives. Donc, le motif, on l'a vu déjà à partir des réalisations syntaxiques, constitue le vecteur des agissements des personnages, qui se dirige donc vers la porte, mais cette porte est surtout, dans un bon nombre de textes, perçue comme un seuil et un obstacle. Un obstacle à franchir ou pas, qui se dresse l'ici, donc l'espace-temps actuel de l'énoncé, et un ailleurs, l'ailleurs qui est derrière la porte, au contour mystérieux ou effrayant. Donc cette phrase, qui est encore une fois une citation d'un texte des ateliers, résume très bien cette signification symbolique. Un passage, un sas, une décision, un arrêt sur l'instant présent. Donc une valeur symbolique très forte de barrage, de séparation. La porte, sa porte toujours fermée maintenant. Séparation entre deux personnages qui peut-être étaient plus proches auparavant. Ou bien une frontière entre deux mondes et deux époques. J'avais donc deux maisons, deux pays, deux portes, une pour la saison estivale, l'autre plus proche pour la saison scolaire. Donc là, vraiment, c'est une frontière géographique, spatiale et bien sûr temporelle. Donc si la porte est perçue comme un obstacle et un seuil à franchir, ce moment, le moment qui précède l'ouverture de la porte, est caractérisé souvent par une tension, une suspension, parce que l'ouverture est perçue comme un choix bouleversant. Et le personnage s'interroge sur l'opportunité d'accomplir cette action ou pas. Et donc là, on a une fonction affective qui émerge, et le motif traduit souvent des sentiments dysphoriques, l'affolement, l'inquiétude. Par exemple, vous voyez comment la simple vue de cette porte, de cette simple porte, pouvait faire déferler en elle tous ces bouleversements. Là, vous voyez, c'est un motif très riche parce qu'on a répertorié la quasi-totalité des fonctions discursives autour de ce motif. Et la fonction cognitive et cognitive mémorielle émerge lorsque la porte, justement, on a vu, est un seuil, un obstacle, mais un seuil qui nous sépare d'une époque révolue. Et donc un seuil qui se dresse entre le passé et le présent, non seulement un seuil spatial, mais un seuil temporel. Et donc le lieu auquel on accède et on décide d'accéder finalement est souvent un lieu d'enfance, donc une ouverture sur un souvenir. Ce matin-là, passé la porte, j'ai reçu de plein fouet l'odeur chargée du lieu, dans la fugacité d'un souvenir qui m'étreint devant la porte de la chambre de mes parents. Donc ça, c'est une dimension qui était commune à plusieurs textes et qui nous a beaucoup frappé lors de l'analyse. Et qui nous a d'ailleurs permis, j'ouvre une petite parenthèse, d'ajouter cette fonction cognitive mémorielle qui n'était pas au début présente dans la palette des fonctions identifiées jusque-là. Donc ça, c'est un premier échange fécond qui nous vient de phraséolite, vraiment. Ensuite, quatrième et dernière fonction pour ce motif, une fonction descriptive. Parce que lorsque le personnage ou le narrateur hésite devant la porte, cela entraîne dans le texte un effet d'arrêt sur image. Donc on est comme paralysé devant la porte et on s'arrête, on détaille ses caractéristiques. La porte devient l'objet d'une description, parfois très minutieuse, et les attributs les plus fréquents qu'on a relevé dans les textes, ce sont la lourdeur, l'épaisseur, la solidité. Et donc cela est très cohérent avec cette symbolique de l'obstacle qui était aussi propre à la fonction narrative, et liée plutôt à la fonction narrative. Alors si la description est vraiment très travaillée et très minutieuse,
la porte se transforme même en un objet de contemplation artistique presque. Donc la large porte en bois épais va étouffer le son aigrelé qui tentera pour t'annoncer. Les intempéries ont patiné sa surface, usé les parties tendres, dégagé les venures les plus fermes. Donc vous notez là même un vocabulaire assez technique dans cette citation. Chacun des sillons raconte le temps passé. Elle est fixée aux porches de pierre, par 4 solides gonds, aux ventures percées de gros clous à tête ronde. Donc vous voyez vraiment le travail stylistique très, très poussé dans ce texte. Voilà, Noël. Alors une fois qu'on était donc devant cette porte dans l'écriture, alors je voudrais aussi faire l'analogie entre donc cette porte et l'écriture. Je veux dire donc le schéma annoncé est aussi un schéma d'écriture, une exploration de l'écriture, ou une analogie de ce qui peut se passer dans l'écriture. Mais donc une fois qu'on est devant cette porte, en toute logique, une porte, on l'ouvre. Une fois qu'on est devant, en toute logique, on l'ouvre. Donc dans l'écriture, on va ouvrir aussi. Et ça fait objet du deuxième atelier. On va ouvrir cette porte. Donc on va ouvrir cette porte. La porte est fermée derrière soi. On l'a ouverte, on a passé le seuil, on est passé la porte. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entre dans un lieu? Je veux dire, on prend du réel lorsqu'on entre dans un lieu. Le regard fait le travail. C'est-à-dire, le regard s'avance dans une pièce. Et donc c'est ça qui a motivé cette deuxième proposition d'écriture. L'écriture de sensation, une fois qu'on a passé cette porte et qu'elle est fermée derrière nous. Comment le narrateur est-il absorbé par le lieu? Comment le lieu le touche? Comment touche-t-il le lieu du regard? C'est vraiment ce qui a motivé cette proposition d'écriture. Donc ici, avec un lieu fixe, c'est le regard qui avance, qui fait le déplacement, ou bien c'est le mouvement intérieur du narrateur. Et donc on convoque ici un effet de zoom qui permet d'aller du loin au proche ou du proche au loin. Et le corps est traversé par cette sensation du lieu. On peut très bien aller de l'avant et revenir en arrière. Le corps est traversé et on a encore la sensation de la porte derrière soi. Donc c'est ce zoom-là qui fait le travail d'écriture. Et on va récolter des fragments de ce que le lieu donne par écho ou par résonance au narrateur. Donc, la proposition d'écriture, j'ai sélectionné 3 textes, donc Laurent Mauvigné, je l'ai sélectionné parce que ici, dans son texte, il entre dans une pièce et finalement, il y a ce personnage, elle, reste comme ça, sans bouger, balayant seulement l'espace du regard. Donc, bien sûr, c'est un texte plus long que j'ai lu en atelier, mais il y a donc ce regard qui balaye l'espace. Dans le texte de Marie Ndiaye, il y a aussi ce regard qui vient en fait traverser cette pièce. Et dans le texte de Julien Gracq, je l'ai sélectionné pour une autre raison. C'est parce que je vais vous lire une toute petite phrase qui m'a vraiment frappée. C'est un sentiment que je ne saurais guère définir qu'en disant qu'il était de ceux qui désorientent. Ces sentiments qui nous désignent en dehors de toute espèce de justification un lieu attirant, un lieu où il convient sans plus de discussion de se tenir. Donc ce chemin de désorientation en lien avec un lieu dans lequel on est tenu d'être. Et donc le texte, je l'ai choisi justement pour pouvoir proposer aux écrivains de choisir ce lieu qu'on ne peut plus, on va dire, éviter. Il est là, il s'est présenté à nous et on peut maintenant l'écrire. Avec une structure linguistique entrée par la porte et où cet espace du regard qui pourrait se déployer dans cette pièce que l'on ressent maintenant. Oui. Alors là, donc justement, on voit ce flottement, on va dire, à l'intérieur même de la proposition d'écriture, ce qui fait que, paradoxalement, ou pas, dans 6 textes, on n'a pas relevé de réalisation des motifs. Donc, visiblement, les participants ont eu un peu plus de difficulté à respecter la contrainte lexicale parce que vraiment il y avait cette incertitude qui était propre aussi à cet entre-deux. Donc on est sur le seuil, on est vraiment sur le pas de la porte et c'est pour ça qu'en fait la porte fait à nouveau tout de même l'objet de l'investissement scriptural et qu'on retrouve les mêmes configurations de l'atelier précédent. Donc encore la porte en position de sujet. La porte s'ouvre et s'est ouverte à moi, se referme derrière moi, donc dialectique, ouverture, fermeture. En position d'objet direct, j'ai franchi la porte,
ou encore, dans un complément, prépositionnel, je me tenais face à la lourde porte de la grange. Encore lourdeur et épaisseur. Donc là, on a eu peu de différence par rapport au texte du premier atelier, mais la différence la plus significative, à mon avis, c'est que puisque là, on se focalise plus sur le déplacement à l'intérieur du lieu, la porte est fait moins l'objet d'une focalisation, d'une thématisation, qu'elle n'est en revanche plutôt un lieu de passage ou de transition. Et alors, on a plus de verbes de déplacement liés à la porte, associés à la porte, et notamment le verbe avancer. Mais alors, j'attire votre attention sur le fait que là, ce verbe avancer exprime dans les textes de cet atelier un mouvement qui se fait à contre-cœur, un peu à reculons. On hésite, on n'est pas tout à fait convaincu de s'engager vraiment dans ce lieu. Vous voyez, stoïque déjà, je continue d'avancer un pas puis un autre et j'arrive à un siège vide sur le côté droit de l'allée. Ou bien j'avance précautionneusement au milieu du bric-à-brac poussiéreux vers le point le plus sombre de la pièce. Donc un mouvement qui n'est pas aisé. En revanche, pour les réalisations syntaxiques liées propres à l'espace du regard ou au regard, là aussi, c'est peut-être ça qui est un peu désorienté, puisqu'il s'agissait de se faire désorienter, là, de se laisser désorienter, là encore, un peu de désorientement, puisqu'on n'a pas trop d'occurrence du motif. Et cette exploration peut-être de l'espace dont les textes sont aussi le fruit, n'est pas exprimée par un motif correspondant. Donc le geste même de l'exploration est laissé dans l'implicite. Et les réalisations qu'on a repérées sont... en toute cette structure, le mot regard en position d'objet direct est précédé d'un déterminant possessif. On balaye son regard à travers la pièce sombre. Je laisse mon regard s'habituer à la pénombre. Tu ouvres ton regard. En ce qui concerne les fonctions discursives pour ces deux motifs, alors très clairement, il émerge un brouillage des frontières entre la narration, donc une fonction narrative, et la description, une fonction descriptive. Tout d'abord, parce qu'on retrouve la fonction narrative parce qu'évidemment, une fois qu'on choisit de franchir la porte, donc de passer le seuil, on est évidemment engagé dans une action. Mais cette action, là encore, est perçue comme un choix crucial, un tournant irréversible. Donc, vous le voyez dans cette citation, avec cette belle figure étymologique, il fallait franchir pour s'affranchir, presque un jeu de mots. Et alors, ce brouillage vient surtout, ou dépend surtout, du statut sémantique ambigu du regard. En fait, quand on regarde, donc on balaye du regard à un lieu, on fait bien sûr une action, mais en même temps, le plus souvent, cette action n'implique pas un mouvement du corps. Donc on regarde, mais on reste immobile. Et on le voit très bien dans cette autre citation. Je ne bouge pas. Je laisse mon regard s'habituer à la pénombre et mes narines goûter les odeurs oubliées. Donc on voit très bien cette dialectique entre l'action et la stase, les mobilités du corps et le regard en mouvement. Et un autre détail qui émerge déjà dans cette citation et qui est commun à plusieurs textes, c'est l'obscurité du lieu qu'on arpente. C'est un lieu qui est plongé souvent dans la pénombre et cela donc implique que l'acte de vision physique, donc le fait vraiment de regarder, bascule vers un acte de vision intérieure, parce que si on ne peut pas distinguer les contours, les objets du lieu, on compense par d'autres moyens, non pas physiques, mais voilà, cognitifs, et donc ce sont surtout la réflexion ou le souvenir qui prennent la relève. C'est pour ça, donc, comme fonction discursive, je dirais caractéristique pour ce deuxième atelier, pour ces textes, c'est vraiment une fonction cognitive et mémorielle, parce que l'exploration et la description du lieu se fait surtout par le filtre d'hypothèse, si le lieu est inconnu, ou bien par le filtre de la mémoire, si on revient sur un lieu d'enfance. Et donc, la démarche précautionneuse qu'on a vue liée au verbe, associée au verbe avancer ou s'avancer, dépend à la fois de l'obscurité, mais aussi de la peur du personnage et du narrateur de profaner ce lieu qui est chargé de souvenirs.
Vous voyez, dans le doux grincement, la porte se referme derrière toi, tu plisses les yeux pour apprivoiser la pénombre. L'immense tunnel de tes terreurs a rétréci. Donc il y a aussi le décalage entre le souvenir et la rencontre actuelle avec le lieu. Tu sais, le souvenir, le charme maléfique a perdu son emprise. Voilà. Donc dans la troisième proposition, dans cet atelier, on a donc le regard qui avance dans la pièce et dans de nombreuses pièces, dans le réel, il y a une fenêtre. Donc c'était comment on pouvait avancer dans ce lieu à travers un regard qui va vers une fenêtre ou bien qui va se focaliser sur la fenêtre ou l'encadrement. Donc les textes choisis ici, Jean-Marie Leclésio, c'était vraiment en lien avec cette fenêtre. Ici, l'idée de regarder par les grandes fenêtres, par où entrer la lumière. Il y a une notion de lumière qui arrivait. Dans le texte de Leila Slimani, c'était elle regarde à travers la vitre comme on pose l'œil sur le trou d'une serrure. Alors c'est une nuage qui est très très belle et je me suis dit qu'il fallait absolument la proposer en atelier. Le texte de Jean Carrière, c'était le lien, la fragilité du regard, donc quelque chose de l'enchantement fragile. Et dans le texte de Marguerite Duras, l'extrait que j'ai choisi, c'est lorsqu'on éprouve une émotion violente dont on n'a pas forcément accès tout de suite, mais dans ce regard vers l'autre, en fait, à travers la fenêtre. Et donc, la proposition, c'était vraiment d'écrire ou bien l'encadrement, mais aussi ce qui se passe à travers cet encadrement de la fenêtre, d'éprouver une émotion, et donc de choix de motifs textuels qui seraient regarder la fenêtre, ou regarder par la fenêtre, ou à travers la vitre, ou aller à la fenêtre. Donc le choix était bien sûr libre à chacun en fonction du ressenti par rapport à cette fenêtre. Voilà. Bah, vous voyez en tout cas que c'était une proposition, un motif très riche, donc avec un grand potentiel de réalisation, et justement c'est ce qu'on a pu constater en analysant les textes, une grande richesse de réalisation et de fonctions discursives associées à ce motif. Alors là on part de la réalisation prototypique regardée par la fenêtre, et j'attire encore une fois votre attention sur cette dialectique entre action et immobilité qui est due au regard, à l'action même de regarder, parce qu'à la différence de la porte qui est, on a vu, un lieu de passage ou un seuil, la fenêtre est quand même beaucoup moins, à moins cette contemplation-là qu'elle ne représente en revanche un lieu de contemplation immobile. Donc on reste immobile devant la fenêtre. Je me suis laissée aller à regarder par la fenêtre. Et on a beaucoup de variations paradigmatiques, donc pour le dire plus simplement, une substitution des mots vedettes par d'autres mots synonymes ou quasi synonymes. Donc autour des trois constituants, le verbe, la préposition et le nom, parfois ou même souvent combinés dans la même occurrence. Donc plusieurs réalisations qui se superposaient, qui s'entremêlaient. À la place du verbe regarder, on a par exemple vu, voir ou observer. La préposition, au lieu de par, on a à travers ou au travers de, mais c'est surtout le nom, vous le voyez, qui a beaucoup inspiré les écrivains. Fenêtre est remplacée parfois par vitre, double vitrage, jalousie, ou même par métonymie, voilage léger. Et deux autres configurations, la fenêtre, objet prépositionnel, donc un complément régi par des prépositions qui changent aussi beaucoup, devant, derrière la fenêtre, et là avec une variation du point de vue, face ou à la fenêtre, en face de la fenêtre, de la fenêtre à la fenêtre, et là souvent c'est un verbe statif qui précède ce complément prépositionnel, qui varie lui aussi beaucoup. On a le verbe être très fréquent, mais on a aussi se poster, être assis ou allongé devant la fenêtre, s'installer, rester. Derrière la persienne du petit appartement, je suis posté, là encore immobilité. Ou bien fenêtre en position de sujet,
comme on a vu pour la porte, mais dans ces cas-là, la fenêtre est plus rarement pourvue d'un rôle agentif. Donc elle est moins souvent l'agent d'une action ou engagée dans un procès. Les fenêtres me happent. Iva affectionne beaucoup ce motif, enfin cette réalisation, les fenêtres me happent. C'est une très belle image. Oui. La fenêtre s'est ouverte sur un décor changé, ou encore des constructions statives, ça un peu moins riches que pour la porte. Les fenêtres sont gelées, la fenêtre est là. Et en ce qui concerne les fonctions discursives, il y a encore une grande palette de possibilités. Tout d'abord, une fonction descriptive, si la fenêtre est, et donc sa configuration, ses parties, les vitres, les châssis, les carreaux, sont au premier plan. Une fenêtre à l'ancienne, en chêne brut patiné, une fenêtre 2 x 3 carreaux. Donc la fenêtre objet d'une description, mais plus intéressante encore, et surtout en continuité avec la tradition littéraire et picturale, la fenêtre est le support d'un véritable topos pictural, c'est-à-dire qu'elle a un cadre en paysage, donc le monde extérieur est encadré, et par le fait même d'être encadré, il se transforme en tableau. La fenêtre donc devient un tableau animé, un tableau vivant, et cela, cet imaginaire pictural lié à la fenêtre est vraiment très présent dans les textes de cet atelier, ce qui m'autorise à affirmer qu'il y a vraiment une continuité entre les productions d'écrivains connus ou moins connus et cette production de nos ateliers. La fenêtre dessine un cadre d'un tableau perpétuellement changeant et ne laisse pas de place au vide ou à l'ennui. Donc un tableau passionnant à regarder en plus. Ensuite, une fonction narrative et une fonction cognitive. Pourquoi? Parce que la fenêtre peut être elle aussi le support d'une action, surtout si le personnage adopte une posture voyeuriste. Et là, c'est une action escamotée parce qu'on agit, mais en même temps, puisqu'on voit sans être vu. Donc il y a cette dialectique. Ces vantaux volés à peine entr'ouverts permettent de voir sans être vu, mais on ne peut s'empêcher de frémir subrepticement, donc là même une composante affective à la rigueur. Mais surtout, l'aspect qui m'intéresse le plus et que je trouve particulièrement significatif, toujours dans cette superposition de narration et de cognition, le regard à travers la fenêtre flâne. Donc les pensées flânent elles aussi, alors la fenêtre devient le support d'une rêverie. Et on s'évade symboliquement, on tourne le dos à la pièce, donc à tout ce qu'il y a à l'intérieur, on se détache et on s'évade symboliquement. Et cela signifie qu'on agit sans se déplacer. Alors cette formule, c'est encore dans les textes, des voyages immobiles qu'on accomplit tout en restant devant la fenêtre, je trouvais que c'était quand même très caractéristique et très, très particulier. De la fenêtre de ma chambre, je vois la mer, je m'y baigne sans y être, juste à la regarder. Donc c'est un succédané d'actions, on pourrait dire, mais tout aussi puissant. Et alors donc justement, la fenêtre devient un catalyseur du rêve. On se laisse aller. Alors là, j'ai repris ce passage d'un très bel essai d'Ander del Lungo, La fenêtre, sémiologie et histoire de la représentation littéraire, parce que justement, lui, il analyse beaucoup de textes, textes presque canoniques qui font partie du canon littéraire, mais c'est exactement la même, enfin cette définition, cette description s'applique parfaitement à nos textes de phraséolite. Donc la fenêtre est un cadre découpant le monde extérieur. C'est ainsi qu'elle a pu devenir le topos de la rêverie, quelle que soit sa forme, sa taille, sa hauteur, ses dimensions. Elle permet au sujet qui s'y accoude d'organiser le réel comme un objet de désir. Donc la fenêtre est une brèche à travers laquelle le sujet investit le monde. Et donc voilà, cette continuité entre l'imaginaire, les connotations et les valeurs attribuées à la fenêtre au cours des siècles, en littérature et en peinture, et nos textes. Voilà, donc ça c'était donc pour le premier atelier qui a eu lieu à Grenoble. Le deuxième atelier a eu lieu à Marseille le 27 et 28 octobre dans un lieu de création qui s'appelle la Miroiterie, et c'est un lieu donc de création d'un peintre. Le lieu est caractérisé par des escaliers nombreux et multiples de tailles, de formes différentes. Certains très pentus, certains vraiment très difficiles d'accès. Et bien sûr, l'atelier est, j'ai envie de dire, jonché d'objets, de tableaux
sur des étages différents. Et donc là, on voit un petit peu, un tout petit peu, de l'atelier, mais ça vous donne un peu une idée. On voit des tableaux, donc vraiment de compositions différentes. La photo en bleu, c'est un peu pour vous donner l'idée de cet escalier très pentu qui monte à un étage. Donc, tous les participants de l'atelier du 27 et 28 octobre ont été invités à traverser l'atelier, à le vivre dans leur corps, à monter des escaliers, à descendre des escaliers. Et donc, l'écriture a réellement eu un lien direct avec ce lieu atypique. Atypique et qui a créé donc des textes aussi, je pense, atypiques. Alors, comment est-ce qu'on a créé cette journée? Les propositions, lors de nos discussions, on s'est dit que les escaliers allaient jouer un rôle dans l'écriture, donc tout ce qui était montée et descente à travers ces différents étages pourrait nous donner des motifs qui seraient donc monter et descendre des escaliers. Et une fois que l'on a écrit les escaliers et donc l'inscription dans le lieu, inévitablement, le travail sur une peinture de ce peintre, Alain Doué, nous semblait important. Donc l'entrée dans un tableau par le regard, avec une lecture de Daniel Arras, qu'on vous donnera un extrait de ce texte, et des motifs fixés, posés, un regard, mais sur un tableau. Donc un tableau, un objet donc présenté avec la responsable du lieu. On avait sorti quelques tableaux que les participants à l'atelier n'avaient jamais vus, parce que les adhérents des Mots Voyageurs connaissent ce lieu, puisqu'on y écrit assez régulièrement. Et puis ensuite, une fois que l'on est devant un tableau, comment en fait le regard s'y inscrit pénètre, on va dire, le tableau par un détail avec un détail si petit soit-il peut convoquer une remémoration, un souvenir, avec donc des motifs, se rappeler, se souvenir, etc., pour voir comment le tableau apporte une brèche, une entrée. Donc, dans la proposition d'écriture, ici, le texte choisi, c'était donc ici un texte de Toussaint, parce que dans ce texte, on avait le corps en mouvement, le rythme effréné, le chant lexical du corps. Dans Bourjade, ici, une descente d'escalier, une évocation sonore des pas dans les escaliers, et également pour Claude Simon, La route des Flandres, où l'extrait lu, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de pas en fait dans ces escaliers. Et donc la proposition d'écriture était la suivante, d'écrire la traversée de l'atelier, la montée et la descente des escaliers avec trois niveaux, ce que le corps, ce que les pensées et ce que les détails liés à l'espace pouvaient provoquer chez l'écrivain, avec cette notion d'impression, donc la définition du CRNTL pour la photo, c'est-à-dire de produire une image sur une surface sensible. Quelle est l'image qui sera produite en traversant cet atelier sur la surface sensible de mon corps? C'est en fait ça qui se passe dans cette écriture. Et comment avancer dans ce texte ? En prenant un extrait d'un texte magnifique de Yves Bonnefoy dans le grand espace qui se passe dans un musée, le musée du Louvre à Paris donc, et donc avancer et faire avancer le texte comme on avance dans un lieu, et je cite donc Yves Bonnefoy, et il voudra aller là où il y a des images, lui dit-on, comme en devant de lui-même, puis montant le grand escalier, le gravissant, et on voit ces ombres qui descendent des escaliers alors que le narrateur franchit ces escaliers, mais quelles sont les images qui s'ouvrent à moi au fur et à mesure que j'avance dans ce lieu à travers ces escaliers. Donc c'est vraiment ça qui a motivé l'écriture. Oui, qui a motivé et qui a donné, des résultats vraiment très riches et assez surprenants aussi. J'étais très surprise par certains textes. Et donc, alors, tout d'abord, comme réalisation syntaxique, la première surprise, c'est que le verbe monter... Donc, on avait proposé les deux motifs, monter les escaliers, descendre les escaliers. Et alors, le verbe monter est beaucoup plus fréquent que son antonyme. Et donc, cela, on en discutait tout à l'heure avec Noël, est dû peut-être au fait que, évidemment, la découverte et l'exploration du lieu se fait
par la montée. Donc, c'est là, donc sur cette phase, enfin cette première étape, on va dire que se concentre l'écriture, que l'investissement à la fois physique et scriptural est au maximum. Alors que pour la descente, puisqu'on peut imaginer qu'on emprunte le même chemin pour descendre, a été peut-être a inspiré peut-être moins les écrivains qui se sont donc concentrés sur la montée. Et on a retrouvé beaucoup de variations paradigmatiques autour du nom, donc escalier, et du verbe. Et là, puisque bon, vous avez vu un petit peu en regardant les photos que cette architecture si particulière du lieu a demandé un effort physique considérable et souvent pénible. Et donc, les écrivains ont été amenés à rechercher des expressions moins neutres et plus précises, donc d'un point de vue sémantico-référentiel, en mesure donc de restituer fidèlement les caractéristiques propres à ces escaliers, mais aussi l'engagement de leur corps, les sensations ressenties. C'est pour ça que j'ai voulu parler d'une gymnastique à la fois physique et stylistique, donc une gymnastique du corps, mais aussi par ricochet, une gymnastique de l'écriture. Alors, les variations sur le verbe, vous le voyez, on a par exemple dévaler, gravir, grimper, s'élancer. Donc, surtout pour gravir et grimper, vous mesurez l'effort physique et pénible, très souvent. Pour le nom, il n'y a pas que des escaliers, mais on a aussi des échelles, des marches, beaucoup de marches, des paliers, enfin, même une ou deux fois un escabeau. Donc la précision référentielle est quand même étonnante. Y avait-il un escabeau? Non, il y avait un monte-charge. Le lieu, voilà, pour passer à un autre étage, il y avait un monte-charge, voilà. Mais souvent, donc là, j'ai pas précisé, mais ces noms, ces variations étaient parfois modalisées, c'est-à-dire qu'on essayait de retrouver une exactitude référentielle à travers ces termes plus précis, mais c'était souvent un ressenti plutôt qu'une donnée factuelle. Mais je voulais juste préciser une chose, c'est que dans ce groupe qui a écrit à Marseille en octobre, il y avait plusieurs personnes âgées. Quand je dis âgées, plus de 70 ans. Donc gravir ces escaliers était réellement une épreuve. Oui. Mais elles l'ont fait, enfin elles l'ont accompli néanmoins. Mais c'est pour dire que voilà. Ça, on va revenir sur ça. C'était une épreuve pour les moins de 70 ans, les jours de pluie. Mais moi, étant plus jeune, j'aurais un peu peur de monter ces escaliers. Ah, les escaliers sont sport, oui, c'est clair que oui, c'était particulier. Oui. Ben, c'est pour ça donc je parle de gymnastique physique et stylistique. Oui, donc c'est une image qui n'est pas en moi, mais je reviendrai peut-être pendant la discussion. Donc là, en fait, en marge donc des motifs principaux, j'ai constaté l'émergence d'une autre palette de motifs liés, construits autour des noms pas ou pieds et de verbes d'action. C'est-à-dire que nous, on avait pensé d'ailleurs à un moment proposer un atelier sur le bruit de pas ou les pas, mais après, puisqu'ils n'étaient pas spécifiques au corpus de littérature générale, on avait abandonné l'idée. Mais en fait, là, les écrivains, ils sont revenus spontanément même, parce que voilà, plusieurs textes se focalisent sur l'enchaînement des pas dans les escaliers, et on a donc cet effet de zoom dont parlait Noël tout à l'heure, un retrécissement vraiment du cadre, un peu comme au cinéma, sur vraiment les pieds qui avancent et l'enchaînement des pas. Donc vous voyez des motifs, par exemple, enchasser tes pas, poser les pieds, le contact sourd de la semelle au sol, les talons claquent, tes pieds s'agitent, tempête, tapote, se presse, te rappelle au mouvement, d'une série vraiment très riche, en décollant les pieds pour les poser, appuyer le pied tout entier, talon arche-pointe, un pas s'accroche et tremble. Voilà. Là, j'ai juste mentionné, mais il faudrait les interroger même un peu plus, parce que c'était vraiment frappant, et dans beaucoup de textes. Alors, en ce qui concerne les fonctions discursives, là, je me suis aperçue que je devais prendre en compte un paramètre qui n'était pas présent lors des ateliers grenoblois, parce que, évidemment, puisque c'était sur le lieu qu'il fallait écrire,
je me suis dit, bon, il va quand même falloir vérifier si vraiment tous les textes ont respecté cette proposition et cette contrainte. Et donc, est-ce que les textes sont référentiels, donc parlent vraiment du lieu réel ou pas? Et en fait, j'ai dégagé 3 cas de figure. Évidemment, la plupart des textes sont bien des textes référentiels qui sont caractérisés, où le motif est donc caractérisé par une fonction descriptive. Et ce sont donc les caractéristiques matérielles des escaliers et surtout leur précarité, leur étroitesse qui sont au centre de la description. Ou bien une description d'action, donc la montée et l'enchaînement de pas, comme on a vu. Un exemple, des escaliers en bois, des escaliers en terre lourde, des escaliers en métal. Donc vous voyez quand même la variété des escaliers, le silence des escaliers, le peu à peu des pas dans l'antre du peintre. Et on a aussi, en sus de cette fonction descriptive, une fonction cognitive. Et comme Noël le disait déjà, puisque bon, c'était comme des personnes âgées auxquelles on a posé un défi, donc un double défi physique et défi après de l'écriture. Et alors, on retrouve dans les textes beaucoup de propos et de réflexion sur cette défaillance du corps, sur le vieillissement, donc la prise de conscience d'un corps qui n'est plus performant ou peut-être moins qu'avant, moins performant qu'avant. Monter avec effort, parfois le souffle court en espérant la vue là-haut. Donc voilà. Et ensuite, j'ai retrouvé 2 textes que j'ai appelés, faute de mieux, partiellement référentiels, où on retrouve un brouillage entre la réalité et la fiction. Cela signifie que, apparemment, donc, quand on lit le texte pour la première fois, on se dit, bon, il parle de toute autre chose. L'atelier n'est absolument pas décrit, les escaliers non plus. Voilà. Après, si on y revient et qu'on est un tout petit peu plus attentif au grain du texte, on se rend compte qu'il y a des détails qui émergent et qui sont étrangement familiers. Alors moi, j'étais pas à Marseille, mais j'ai vu des photos, donc j'ai pu constater qu'il y avait certains détails quand même familiers. Et alors, je me suis dit, peut-être que l'atelier du peintre n'est pas complètement oblitéré, n'est pas complètement oublié, mais il agit comme un déclencheur. Bon, c'était 2 textes où il était question d'un souvenir et d'une histoire, une histoire vraiment fictionnelle ou auto-fictionnelle à la limite. Mais l'atelier a tout de même inspiré ou influencé cette élaboration. Ou bien l'intrigue fictionnelle a été transplantée dans l'atelier. Donc vous voyez, elle attaque l'escalade d'un escalier dont l'évidente traîtrise se matérialise par des marches de 10 cm. Donc, ça me dit quelque chose. Et voilà. Donc, et là, pour le coup, le motif a une fonction narrative parce que j'ai pas pu citer tout le texte, mais c'est le premier rendez-vous de jeunes gens qui ensuite sont amoureux l'un de l'autre. Et donc, la jeune fille invite pour la première fois le garçon chez elle. Et donc, cette maison ressemble étrangement à la télé. Voilà. Ensuite, texte non référentiel où là, les écrivains ont vraiment contourné la contrainte posée par Noël. Et alors, les raisons de cette contrainte. Plusieurs textes, enfin non, pas plusieurs textes, mais quelques textes quand même, rendent compte d'une difficulté, d'une sorte d'inhibition même à écrire sur ce lieu, un lieu qui est vraiment très dense, très imbibé même de la personnalité de ce peintre disparu. Alors là, on a même une déclaration programmatique, un refus programmatique. Pourtant, tu n'arrives pas à écrire sur ces escaliers. La tête comme dans un étau, à force de vouloir absolument, tu ne t'y autorises pas. Alors voilà, sentiment d'une inhibition, une paralysie même de l'écriture qu'on surmonte commun par un détour. Et donc on écrit sur d'autres escaliers. Dans un cas, c'était des escaliers que j'imagine être vraiment présents dans la maison ou dans l'appartement de la personne. Et là, on a une fonction narrative parce que le texte raconte, enfin le motif supporte la narration, oui, d'un récit rétrospectif, donc la construction de l'escalier et le choix de mettre cet escalier, d'aménager une mezzanine dans l'appartement. Ou bien
Deuxième texte, Escalier de la gare Saint-Charles. Donc le texte nous raconte la descente du personnage, enfin l'arrivée à Marseille et la descente lente, contemplative du grand escalier de la gare. Et là, on a une fonction affective. Parce que les impressions sont au centre, les impressions éprouvées lors de la descente sont au centre du texte, et on a vraiment un plaisir, on ressent un plaisir, on ressent que la personne a éprouvé ce plaisir physique et contemplatif qui contraste avec la palette de sentiments dysphoriques qui accompagnent l'exploration des escaliers dans l'atelier du peintre. Donc voilà, ça amène une variation aussi dans le groupe de cet atelier. Alors donc l'atelier 2 de l'atelier du peintre, donc c'est l'entrée dans une toile. Donc il y a toujours des procédés, comment est-ce qu'on va écrire, comment est-ce qu'on va entrer dans une toile. Et donc là c'est un texte de Daniel Arras, Histoire de peinture, comment l'œuvre appelle. Dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense et qui pense sans mots. Une peinture pense de façon non verbale et certaines peintures m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parlent comme si elles avaient quelque chose à me dire. Or, en fait, elles ne me disent rien et c'est cette fascination-là, cette attente qui m'arrête et me fixe. Donc, chacun d'entre nous, on a choisi une ou deux toiles ou plusieurs toiles, même, ou plusieurs objets artistiques. Et en complément de cette citation de Daniel Arras, donc était indiqué la notion de punctum de Roland Barthes dans La Chambre claire. La notion de punctum, ce qui vient poindre, ce qui me pointe, ce qui vient me frapper, ce qui vient ouvrir quelque chose. Et donc dans ce deuxième atelier, c'était vraiment l'entrée dans une toile avec ce qui fait événement dans un tableau. Et là, événement dans la mesure où il y a quelque chose qui vient s'ouvrir. Il y a quelque chose qui vient s'ouvrir et on passe cette ouverture avec un pur accueil. Ça c'est le terme de Henri Maldinet, philosophe, qui lui parle du regard quand il y a événement dans la phénoménologie du regard, mais ce qui se passe dans le sentir à travers le regard. Et donc il s'agissait ici d'écrire un ou plusieurs fragments devant un ou plusieurs tableaux, de les écrire par bribes d'abord, et ensuite de les regrouper pour faire texte, avec des motifs fixer, poser, porter un regard, voilà, qui apparaîtront presque pas dans le texte. Oui et non, c'est-à-dire oui que... et non. Alors, effectivement, la structure prototypique, donc poser un regard, elle peut peu fréquente. Donc, on a posé un regard, on y pose son regard avec reconnaissance. Mais en revanche, on a plusieurs variations. Variation où le non-regard se déplace en position de sujet et est parfois remplacé par son synonyme œil au singulier. Et ensuite, on a plusieurs variations sur le verbe dans cette structure-là. Donc, regard ou œil en position de sujet, puis des verbes, donc le regard qui vraiment fait l'action. Passer, s'accrocher, porter, attirer, chercher. Donc vous voyez, le regard passe, ton œil s'accroche, le regard blasé porté sur le monde s'étend, mon regard est attiré par une toile et le regard cherche. Il y avait aussi bouger, le regard bouge, donc c'est quand même encore une fois cette hyperactivité, action du regard. Et donc la présence du mot regard dans la proposition d'écriture et donc en tant que mot pivot, mot vedette du motif, évidemment met en place, évidemment, oui et non, met en place un régime descriptif d'abord. Donc le motif embraye sur une description. Et donc, dans ce cas-là, il apparaît soit en début, soit en fin de texte, vraiment comme élément démarcateur d'une description. Mais cette description, évidemment, n'est pas un simple enregistrement, elle n'est pas un simple relevé de lignes et de surfaces, parce que la subjectivité de l'observateur est très fortement impliquée. Et donc, il y a une fonction affective qui émerge et qui se décline de deux façons différentes, mais bien évidemment, toujours un peu superposées, un peu entremêlées. D'abord, on cherche à instaurer une relation d'empathie avec les personnages qui sont représentés dans le tableau. Empathie, solidarité, communication, un lien intrasubjectif.
intersubjectif. Et donc, mon regard me transporte vers toi, aimant, hypnotisé, fasciné. Il y avait même un texte très frappant où l'écrivain raconte, apprendre le topos de la rencontre amoureuse. Elle tombe subitement amoureuse d'un personnage vieil homme qui est peint dans le tableau, et on ne découvre qu'à la fin du texte qu'il s'agit d'un tableau et pas d'une personne réelle. Donc il y avait cet effet de surprise. Voilà. Ou bien la fonction affective émerge lorsque ce sont vraiment les affects éveillés par le détail accrocheur qui sont exprimés. Donc d'affects là encore négatifs, plutôt négatifs, bouleversement, inquiétude. Qu'est-ce qu'elle dit cette sculpture? Qu'est-ce qu'elle me dit de mes peurs, de mes nuits? Donc le détail qui éveille peut-être quelque chose de refoulé, d'inquiétant. Et alors, la description, donc il n'est pas un enregistrement objectif, qui s'infléchit très nettement vers un questionnement et des questionnements, donc il y a un S entre parenthèses, questionnement qui donc relève évidemment d'une fonction cognitive et qui se développe sur ces 3 axes. Donc le spectateur questionne le tableau d'abord. La description se fait à travers des questions insistantes posées au tableau afin de percer son mystère, pour que le tableau dévoile son sens. Donc, qui es-tu et qu'attends-tu? Ombre de l'ombre, mystère noirci du crayon du mystère, secret du secret. Ensuite, un questionnement de soi-même en train de regarder le tableau. Donc, on se concentre sur le regard et ce que le regard voit, comment le regard fonctionne, si le regard arrive à tout voir ou pas. Et donc c'est souvent un regard qui est défaillant, qui est vraiment surmené par ce trop-plein esthétique de l'atelier. Et vous voyez, le regard n'arrive pas à se poser, il est tout de suite accaparé, attiré par autre chose. Il n'a pas d'espace libre, donc il y a presque un étouffement du regard. Et ensuite, en troisième axe, le questionnement du geste interprétatif. Alors là, c'est peut-être un peu compliqué, mais pas si compliqué que ça. Disons que ces textes nous ont montré 2 postures et donc 2 façons différentes et complémentaires d'approcher une œuvre d'art. Donc soit on endosse une posture herméneutique ou analytique, c'est-à-dire on décrit le tableau en essayant d'expliquer son sens et de faire des hypothèses. Et donc voir, comprendre ou non, mais aimer. Donc des questions qui restent souvent sans réponse et où l'on accepte qu'on peut aimer une œuvre d'art même si on ne la comprend pas ou pas complètement. Ou bien, à l'opposé, une posture que j'appelais phénoméniste. Donc là, un gros mot pour quelque chose de très simple. Donc au lieu de poser de questions et d'essayer de trouver à tout prix un sens ou une explication à ce que le tableau montre, on se limite tout simplement à coucher sur la page les impressions brutes que le tableau nous communique. Donc l'écriture reflète ou essaye de traduire l'instantané de l'impression. Et vous voyez là, du noir sur du blanc, une forme complexe sur un support simple, une bouche, des yeux, un nez. Donc c'est la phrase est beaucoup plus décousue. Il n'y a pas de verbe, il n'y a que des noms ou des adjectifs. Et ça, c'est vraiment le principe de l'écriture, celle qu'on appelle en littérature l'écriture artiste, donc l'écriture que des écrivains de la fin du XIXe siècle ont pratiqué, ont essayé de pratiquer. Et là, c'est vraiment la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent un peu envahi par une impression et qu'on essaye de la traduire sans la pervertir, sans la profaner, par trop d'intelligence, trop de rationalité. Voilà. Et donc le 3e atelier, c'est une fois que l'on est devant ce tableau, enfin d'abord on a traversé cet atelier, il y a des marches, etc. Le 2e atelier, donc on a un tableau, et ce tableau, l'idée c'était qu'il était déclencheur d'un souvenir. Donc déclencheur, un paysage s'ouvre, et là les 3 textes sélectionnés sont des textes dans lesquels on fait appel à différents types de souvenirs, mais tous les textes
apporte un souvenir, que ce soit une remémoration liée à un livre, ou bien à une sensation d'un frémissement intérieur, ou bien un jeu de regard. Enfin, tous les 3 textes sélectionnés font appel à ce souvenir. Et du coup, la proposition d'écriture, c'était d'écrire l'impact du tableau en tant que déclencheur d'un souvenir, avec peut-être ce détail, aussi petit soit-il, aussi infime soit-il. Et une citation ici d'un souvenir qui est arraché au doux sommeil de l'inattention et qui est incapable de retrouver le chemin de l'oubli. À partir du moment où quelque chose de l'ordre de souvenir émerge, on ne peut plus s'en débarrasser, il faut l'écrire en fait. Et avec des motifs, donc des motifs assez classiques dans l'écriture, se rappeler, se souvenir, le souvenir revient, remonte, surgit. Qui donc sont tous, qui appellent tous le souvenir. Oui, alors là, encore une fois, même si là, la proposition était très claire et les motifs étaient très clairement proposés, 5 textes ne présentent pas d'occurrence du motif, et l'explication que je suppose, hein, c'est mon interprétation, donc voilà, à prendre quand même avec prudence, c'est que en fait, le texte est le résultat de ce processus de remémoration qu'on n'a pas nécessairement besoin d'écrire en toutes lettres, de baliser, donc de dire je me souviens ou je ne me souviens pas, c'est selon. Et donc là, il n'y a aucun démarcateur explicite pour introduire ou baliser cette activité mémorielle qui pourtant est là dans le texte. Le texte en est vraiment le résultat, le produit. Et donc le fait qu'il n'y ait pas d'occurrence explicite du motif n'implique pas que les écrivains n'aient pas respecté ou n'aient pas, ne soient pas tenus à la contrainte de la proposition d'écriture. En revanche, lorsque le motif est là, le déséquilibre entre les deux verbes synonymes, se souvenir et se rappeler, est flagrant parce qu'on n'a que des occurrences de se souvenir. Donc, se rappeler est vraiment absent des textes. Là, j'ai pas d'explication. On a tenté avec Vanina une explication sémantique, mais après, bon, c'était peut-être un peu trop aléatoire. Donc, j'ai pas d'explication pour cette fréquence différente. On a aussi très peu de variations paradigmatiques. Autour du verbe, revenir, au lieu de se souvenir, on peut avoir revenir, se remémorer ou surgir. Et alors, dans le cas de revenir et surgir, le non-souvenir est en position de sujet. Comme vous le voyez là, un souvenir est remonté. Ou bien le nom déverbal, donc le nom qui dérive du verbe, remonter du souvenir, résurgence, encore du souvenir. Et donc, en ce qui concerne les fonctions discursives, alors je souligne cette continuité avec le motif regardé par la fenêtre qui est intéressante parce que cette deuxième journée d'écriture, donc ces 3 ateliers de Marseille, en fait, ont été conçus à partir des résultats qu'on avait obtenus lors des 2 premières journées. Et donc, il n'est pas très étonnant au fond qu'il y ait cette continuité parce qu'on a vu tout à l'heure que la fenêtre qui encadre un paysage peut se transformer dans l'imaginaire en tableau. Alors là, on a un renversement. Les tableaux du peintre constituent une fenêtre qui s'ouvre sur l'espace intime des écrivains. Et alors évidemment, la fonction cognitive et mémorielle est inscrite déjà dans le motif, mais elle se double, s'accompagne très souvent d'une dimension herméneutique. Donc je reviens à ce que je disais il y a un instant sur cette posture herméneutique, analytique. Avant que le souvenir ressurgisse, en fait, le tableau est d'abord, encore une fois, scruté, décrit, interprété. Et donc, cette activité interprétative pose un cadre pour la remémoration, qui est donc très bien balisé. Vous le voyez dans cette citation. La cape longue, des pieds à la tête, jusqu'au visage enfui, vue de dos, la ressemblance, la vraisemblance, le peut-être, le probable mais pas sûr. Une forme, une esquisse de tous les espoirs, un à peu près de l'imagination, territoire ouvert, sauvage, infini de tous les fantasmes. Donc ça, c'est une description, évidemment, qui n'est pas tout à fait factuelle, mais quand même, disons, qui essaye de percer le mystère du tableau. Et ensuite, qui est remonté du souvenir.
Donc, séquence de démarcation, et après, on a le récit du souvenir qui se développe. Et c'est pour cela, donc, que j'ai voulu ajouter cette fonction narrative qui est propre surtout des textes en prose, parce que vraiment à cette remontée du souvenir explicité par le motif fait suite le récit rétrospectif, et donc là le motif embraye une séquence narrative, et c'est souvent une séquence, là encore une séquence narrative prototypique. On a une entrée en matière, une introduction, un développement et un dénouement. Là, un exemple, je tombe par hasard tout au fond de cette boîte à chaussures sur un catalogue d'exposition, la machine en route, je tourne quelques pages, je me souviens, cet amalgame de tuyaux tordus, j'avais 19 ans, je pensais que le monde n'entendait que moi, ce jour-là. Donc on a là vraiment ce qu'on appelle en narratologie une analepse, donc un retour en arrière. Parce qu'en plus, ce texte-là, c'est un texte qui fait partie d'une série en fait, de 3 textes. Le premier, j'ai déjà cité par rapport c'est le texte du rendez-vous des jeunes gens. Et là, c'est la 3e étape. Et là, l'écrivain revient sur la rencontre au musée. Bon, c'est très passionnant, toute cette histoire. Voilà. Ensuite, dernière remarque, les textes en forme poétique, qui sont par ailleurs assez nombreux, et qui se focalise aussi sur ce détail accrocheur. Là, on n'a pas ce déploiement narratif parce que la forme poétique favorise cette posture phénoméniste, donc le rendu brut des perceptions. Mais alors là, le détail fonctionne comme un fil rouge entre les images. Donc ce détail repéré dans le tableau qui éveille le souvenir de plusieurs époques qui sont décousues mais reliées par cette récurrence du détail. Bon, Noël. En conclusion, oui, donc toute cette expérience de texte que l'équipe, en fait, comment dire, m'aurait transmis de manière à pouvoir formuler des propositions d'écriture, c'était une aventure nouvelle. Pour nous, parce qu'en fait c'est plutôt l'inverse dans notre cas. Ce qui se passe, c'est que nous enfin moi ça m'arrive jamais qu'on m'offre des textes comme ça là, à partir de motifs textuels, ça m'arrive jamais. Donc ça a été tout à fait nouveau comme expérience pour nous, parce que d'habitude c'est plutôt l'animateur qui fait la recherche de textes, et à partir de textes qui lui plaisent, qui suscitent une proposition d'écriture, on va dans le sens inverse. Ici, ce qui s'est passé, c'est que les textes sont arrivés, et à partir de ces textes qui arrivent, qui ne sont pas des textes familiers, parce que je n'utilise pas forcément ces textes-là en atelier d'écriture, on a pu regarder donc dans le déroulé, dans l'analyse finalement de ce qu'on voit, de ce que je comprends ici, de ce que l'écriture nous fait en fait, nous fait là en tant qu'écrivain. Comment est-ce qu'elle nous triture, comment est-ce qu'elle elle vient nous chercher, elle vient nous poser des défis, en parallèle avec ce que nous faisons de l'écriture. Donc c'est vraiment une dialectique que je souhaite questionner plus avec ce processus de création, qui était vraiment différent de celui dont on a l'habitude. Et puis, donc, justement... oui, cet échange, un échange nourrissant des deux côtés, parce que dans le côté recherche universitaire, c'est nourri de cette création lors des ateliers. Et en fait, ce dont on s'est aperçu au fur et à mesure, c'est qu'on avait vraiment fait un parcours en boucle. Et là, parce qu'on est parti des motifs de notre corpus du projet Phraseorum, on a vu ce que ça donnait, on pourrait dire, en atelier d'écriture. Donc, comment les écrivains ont mis à profit ces motifs, ont retravaillé ces motifs, ont parfois aussi déformé un peu ces motifs. Et puis, alors, la 3e étape, l'étape naturelle qui s'ensuit, ça serait de revenir au corpus Phraseorum, et donc avec ce matériel récolté lors des ateliers, voir, confronter les deux corpus et voir s'il y a des correspondances, une continuité entre donc des textes qui sont écrits par des écrivains AIN, donc des auteurs affirmés, attitrés, et des écrivains ANT. Donc voir vraiment si on peut tisser un réseau, une continuité, voir aussi si l'écrivain ANT adopte parfois une posture, une attitude d'écriture comparable
ou totalement différente à celle de l'écrivain AIN. Et voilà, donc ça reste encore à faire, ça sera peut-être une étape ultérieure.